Je m'appelle Tamara et je venais d'avoir 22 ans lorsque j'ai obtenu mon diplôme en gestion d'entreprise. Tout au long de mes études, j'ai eu la chance de vivre dans l'ancien appartement de ma grand-mère, enfin, techniquement, dans celui de mon père, puisqu'il en a hérité après son décès. Il y a 3 ans. Je n'avais qu'à payer les factures des services publics, ce que je faisais en travaillant à temps partiel chez Luigi, un restaurant italien situé à 2 rues d'ici. Il n'a pas toujours été facile de jongler entre le travail et les études. Il y a eu de nombreux soirs où je rentrais à la maison épuisée, après avoir servi des tables, pour me retrouver à étudier pendant des heures en vue d'examen ou de rédiger des travaux. Mais j'ai fait en sorte que ça marche, parce que c'est ce que font les adultes responsables. Le dîner de remise des diplômes chez mes parents a d'abord semblé parfait. Maman s'était surpassée pour la cuisine, comme d'habitude. Ma jeune sœur Émilie, âgée de 17 ans à l'époque, n'arrêtait pas de plaisanter sur le fait que je ne l'aiderais plus à faire ses devoirs. Quelques membres de la famille sont également venus, Sarah et l'oncle Bob, mes cousins Mike et Jenny, et ma grand-mère du côté de ma mère. Ils m'ont tous félicité et m'ont raconté des anecdotes sur leurs propres années d'études. Mais après le départ des parents, tout a changé. Maman s'est raclé la gorge comme elle le faisait toujours avant de dire quelque chose de désagréable, et mon estomac s'est instantanément retourné. Je connaissais ce son depuis l'enfance, il ne signifiait jamais rien de bon. Tamara, ma chérie, commença-t-elle d'une voix inhabituellement formelle. Maintenant que tu as obtenu ton diplôme, nous devons discuter de la situation de l'appartement. Je me souviens d'avoir posé lentement ma tasse de café, en essayant de garder la main ferme. La céramique a fait un doux tintement contre la soucoupe, qui m'a semblé anormalement fort dans la pièce. Soudain silencieuse. Qu'en est-il? Eh bien, si vous voulez continuer à vivre ici, vous devrez commencer à payer un loyer. Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Le jour de ma remise de diplôme, entre tous, papa était assis en silence, soudain très intéressé par sa tasse de café, tandis qu'Émilie faisait semblant d'être absorbée par son téléphone, même si je la voyais regarder la scène du coin de l'œil. Je vois, réussisse-je à dire, ma voix étant plus petite que je ne l'aurais voulu. Ma main tremble légèrement lorsque j'attrape mon verre d'eau. Maman a continué à expliquer les conditions à sa manière très simple. Le loyer serait inférieur au prix du marché, une remise familiale, a-t-elle dit avec un sourire crispé, mais tout de même substantiel. J'ai fait un rapide calcul mental. Il me faudrait un emploi à temps plein, et vite. Le salaire à temps partiel de Luigi ne suffirait pas. Je comprends, ai-je finalement dit. Car que pouvais-je dire d'autre? Ils avaient raison, d'une certaine manière. Je n'étais plus un étudiant. J'étais un adulte, et les adultes payaient leur vie. Pourtant, le moment me semblait cruel, comme s'ils ne pouvaient même pas me laisser profiter d'un jour de fête avant de me ramener à la réalité. Ce soir-là, allongé dans mon lit à l'appartement, j'ai commencé à chercher des offres d'emploi dans les environs. Le restaurant où je travaillais à temps partiel ne pouvait pas m'offrir des heures de travail à temps plein. Je savais donc que j'avais besoin de quelque chose de nouveau, de plus stable. En faisant défiler les offres sur mon téléphone, j'ai essayé de me concentrer sur les aspects pratiques plutôt que sur les sentiments douloureux qui bouillonnaient sous la surface. L'année suivante s'est écoulée dans un flou de travail, de paiement de loyer et d'adaptation à la vie post-collégiale. J'ai décroché un emploi décent dans une société de marketing proche de l'appartement. Rien de prestigieux, mais cela permettait de payer les factures et même un peu plus. J'ai été embauchée en tant que coordinatrice de compte junior, et même si le salaire de départ n'était pas énorme, il était suffisant pour couvrir le loyer de mes parents et les charges, avec un peu d'argent de côté pour l'épargne. Chaque mois, je transférais consciencieusement l'argent du loyer sur le compte de ma mère, en ajoutant généralement un petit supplément pour les charges, même si elle ne l'avait jamais demandé. Je voulais prouver que je pouvais assumer des responsabilités d'adulte, que j'étais responsable et fiable. Peut-être qu'une partie de moi essayait encore de gagner leur approbation, même si je ne me l'avouais pas à l'époque. Émilie passait de temps en temps, généralement lorsqu'elle avait besoin d'aide pour ses demandes d'inscription à l'université ou qu'elle voulait fouiller dans mon armoire. Elle était en dernière année de lycée et je la voyais changer.
devenir plus distante et secrète. Ces visites avaient moins pour but de passer du temps avec moi que de savoir ce qu'elle pouvait obtenir de moi, de l'aide pour ses devoirs, des vêtements, des conseils sur les garçons. Émilie avait toujours été le bébé de la famille, habituée à faire ce qu'elle voulait. Maman et papa la gâtaient beaucoup, même si j'essayais de ne pas être amère à ce sujet. Ils ne l'ont jamais obligée à prendre un emploi à temps partiel comme moi, ils ne l'ont jamais poussée à être indépendante. C'est à cette époque qu'elle a commencé à sortir avec Jason. Il avait 1 an de plus qu'elle et travaillait à temps partiel au magasin d'électronique du centre commercial. La première fois qu'elle l'a amené à mon appartement, je n'ai pas été particulièrement impressionnée. Et elle semblait assez gentille, mais il y avait quelque chose chez lui qui me mettait la puce à l'oreille, peut-être la façon dont il parlait de s'enrichir rapidement. Ou la façon dont il semblait s'attendre à ce que tout le monde prenne soin de lui. C'est alors qu'est arrivé le coup de téléphone qui allait tout changer. Tamara, il faut que tu viennes tout de suite, dit maman d'une voix tendue. C'est important. J'ai supposé qu'il s'agissait des projets d'Émilie pour l'université. Elle hésitait entre plusieurs écoles et je me suis dit que maman voulait mon avis. Elle avait peut-être besoin d'aide pour la planification financière ou voulait discuter des possibilités de bourse d'études. J'avais tort. Lorsque je suis arrivée chez mes parents ce soir-là, l'atmosphère était étrange. Maman et papa étaient assis à leur place habituelle sur le canapé, tandis qu'Émilie était perchée sur le fauteuil, l'air suffisant? C'est le seul mot qui convienne. Assieds-toi, Tamara, dit papa d'une voix rocailleuse. Il avait l'air plus vieux, fatigué d'une manière que je n'avais pas remarquée auparavant. Je me suis assise sur le bord du pouf, le cœur battant la chamade. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait pas de demande d'inscription à l'université. Émilie est enceinte, a annoncé maman sans préambule. Je suis restée assise, abasourdie, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Ma sœur de 18 ans était enceinte de son petit ami, employé à temps partiel dans un centre commercial. J'ai remarqué que les mains de ma mère se tordaient sur ses genoux, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis que j'étais petite. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit maman en se redressant et en lissant sa jupe. Émilie et Jason vont avoir besoin d'un endroit pour vivre, ils vont emménager dans l'appartement. J'ai eu l'impression d'être giflée. Et la pièce s'est mise à tourner légèrement et j'ai dû m'agripper au bord de l'ottoman pour me stabiliser. Pardon? Tu vas devoir déménager, dit maman d'un ton posé. Comme si elle me parlait du temps qu'il fait. Émilie et Jason ont besoin d'un endroit pour fonder leur famille. C'est la solution idéale, vraiment. L'appartement est déjà meublé, il se trouve dans un bon quartier et il est proche des parents de Jason. Je regarde Émilie, qui examine ses ongles fraîchement peints avec un sourire satisfait. Elle n'avait même pas la décence d'avoir l'air mal à l'aise à l'idée de mettre sa propre sœur à la porte. J'ai remarqué avec obscénité qu'elle portait à nouveau mon vieux pull, celui qu'elle avait emprunté le mois dernier et qu'elle n'avait jamais rendu. Il n'est que temps de trouver un nouvel appartement, ai-je réussi à dire, la tête me tournant. L'idée de chercher un appartement tout en travaillant à plein temps me donnait des fourmis dans l'estomac. Une semaine devrait suffire. Oh, et Tamara, ajouta maman. Comme si elle avait failli oublier quelque chose d'insignifiant. Comme me demander d'aller chercher du lait en rentrant à la maison. Tu devras quand même continuer à payer le loyer. J'ai ri à gorge déployée, pensant qu'il s'agissait d'une blague. Le son était dur et importun dans la salle de l'attente. Mais quand j'ai vu leur visage sérieux, mon rire s'est éteint dans ma gorge. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ta sœur et Jason sont jeunes, explique maman patiemment, comme si elle parlait à un enfant. Ils n'ont pas encore de travail, et avec le bébé qui arrive. Elle s'est interrompue, faisant un geste vague vers le ventre encore plat d'Émilie. Alors laisse-moi comprendre, interrompis-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Tu veux que je déménage et que je continue à payer le loyer d'un appartement que je n'habiterai pas? Pour eux, ils ont besoin de notre aide, Tamara, dit sévèrement papa, en croisant enfin mon regard. C'est ta responsabilité. En tant que grande sœur. La famille aide la famille. Est ma responsabilité, me suis-je levée, mes mains tremblant de colère.
s'ils sont assez mûrs pour avoir un bébé, ils sont assez mûrs pour trouver un emploi et subvenir à leurs besoins. Est-ce que l'un d'entre eux a déjà cherché un emploi à temps plein? Comment peux-tu être aussi égoïste, dit soudain Émilie, ses yeux se remplissant de larmes dramatiques. J'avais vu ces mêmes larmes quand elle avait 12 ans et qu'elle voulait un nouveau téléphone, ou 14 ans et qu'elle n'avait pas le droit d'aller à une fête. Je vais être une mère. Vous ne vous souciez pas de votre nièce ou de votre neveu, tu es très ingrate, dit froidement maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ingrat? Je paie le loyer depuis 1 an. Je travaille depuis l'université. Et maintenant, vous voulez que je subvienne aux besoins de 2 adultes parfaitement capables qui se sont mis dans cette situation? Je ne paie pas un centime pour EUX. Et si vous voulez permettre cela, c'est votre choix. Mais ne comptez pas sur moi. Je suis sortie de cette maison, avec leurs cris d'ingrats et d'égoïstes qui me suivaient jusqu'à ma voiture. La porte d'entrée a claqué derrière moi avec une finalité qui ressemblait à la fin de quelque chose de fondamental. Je n'ai pas attendu 1 semaine. Le soir même, j'ai commencé à emballer mes affaires, les larmes coulant sur mon visage alors que je triais 4 années de souvenirs. Heureusement, j'avais quelques économies, toutes ces heures supplémentaires au travail allaient enfin porter leurs fruits. J'avais mis de l'argent de côté pour les mauvais jours, et apparemment, la tempête était arrivée. J'ai trouvé un petit studio à l'autre bout de la ville et j'ai signé le bail le lendemain. Il n'était pas aussi beau que mon ancien logement, la cuisine était minuscule, la salle de bain avait besoin d'être rénovée et le trajet pour aller au travail serait plus long. Mais c'était le mien. Pendant que je faisais mes valises, j'ai dressé des listes détaillées de tout ce qui se trouvait dans l'appartement, en classant les objets en fonction de la personne qui les avait payés. Les meubles fournis par mes parents sont restés, le vieux canapé de leur sous-sol, la table à manger qui avait appartenu à ma grand-mère, l'étagère que mon père avait montée lorsque j'ai emménagé. Mais les livres qui la remplissaient, les vêtements de l'armoire et les ustensiles de cuisine que j'avais achetés moi-même sont allés dans des cartons marqués à mon nom. Ma cafetière, que j'avais acheté après ma première prime au travail, mon ordinateur portable, acheté avec 3 mois d'économie chez Louis JS, mon lit, acheté pièce par pièce, cadre, matelas, literie, au cours de mes 6 premiers mois de travail à temps plein. Toutes les choses que j'avais travaillé dur pour acheter sont allées dans des cartons et directement dans mon nouvel appartement. Il m'a fallu 2 jours pour tout déménager. Mon patron a été compréhensif lorsque j'ai demandé un jour de congé, même si je ne lui ai pas expliqué toute la situation. Lorsque j'ai eu terminé, je suis passée devant la maison de mes parents et j'ai glissé la clé de l'appartement sous leur porte. Je n'ai pas laissé de mots. Qu'y avait-il à dire qui n'avait pas déjà été dit? 1 semaine plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Maman m'appelait, sa voix était pleine de rage. « Que as-tu fait de l'appartement ?» m'a-t-elle demandé. « Il est vide. Tout ce qui était là quand j'ai emménagé y est encore, répondis-je calmement, en m'efforçant de garder une voix stable. Je n'ai pris que les miens. J'ai acheté ces choses avec mon propre argent. L'argent que j'ai gagné en travaillant tout en allant à l'université. Peut-être qu'Emily et Jason peuvent essayer de faire la même chose. Espèce de petit égoïste, la série de jurons qui a suivi aurait fait rougir un marin. Je n'avais jamais entendu ma mère utiliser un tel langage. J'ai raccroché avant qu'elle n'ait pu terminer. Ce soir-là, assise sur mon matelas dans mon nouvel appartement, j'ai pleuré pour la première fois depuis le début de cette histoire. J'ai pleuré pour la famille que je pensais avoir, pour la sœur qui était devenue une étrangère, pour les parents qui avaient choisi de la soutenir au lieu de me soutenir. Mais surtout, j'ai pleuré pour moi, pour la fille naïve qui pensait qu'il suffisait de travailler dur et de faire ce qu'il fallait. Il est étonnant de voir à quelle vitesse la vie peut changer. En l'espace d'1 an. Je suis passée du statut de bonne fille à celui de paria de la famille. Je me suis lancée dans mon travail avec une intensité qui m'a surprise moi-même. Ma patronne, Sarah, a remarqué mon dévouement et a commencé à me confier davantage de responsabilités. Lorsqu'un client important avait besoin de quelqu'un pour gérer sa crise sur les médias sociaux à 2 heures du matin, je me suis portée volontaire. Lorsque le bureau avait besoin de quelqu'un le week-end pour préparer une présentation importante, j'étais là. Le travail est devenu mon sanctuaire,
le seul endroit où les efforts et le mérite avaient un sens. Bientôt, je dirigeais mes propres projets. La promotion s'est accompagnée d'une belle augmentation, suffisante pour que je puisse commencer à chercher un meilleur appartement. Mon petit studio n'était plus aussi exigu. Mais je commençais à rêver plus grand. J'ai ouvert un compte d'épargne spécialement pour verser un jour un acompte sur mon propre logement. Plus question de louer à la famille ou à qui que ce soit d'autre. Par l'intermédiaire d'amis communs et des médias sociaux, j'ai entendu des bribes de nouvelles de ma famille. Émilie avait donné naissance à un garçon, mon neveu, même si je ne l'avais jamais rencontré. De nombreuses photos ont été publiées en ligne, un petit visage enveloppé dans une couverture bleue, des mains grassouillettes tendues vers l'appareil photo, les premiers sourires capturés et partagés avec le monde entier. Émilie et Jason, encore tout juste fiancés, jouaient au papa et à la maman dans mon ancien appartement, tandis que mes parents payaient toutes les factures. Et puis un jour, sorti de nulle part, un courriel est apparu dans ma boîte de réception. D'Émilie. Mon cœur a battu la chamade quand j'ai vu son nom. Comme si l'année écoulée n'avait jamais eu lieu. Comme si elle n'avait pas participé à ma mise à la porte. J'espère que tu vas bien. J'ai entendu dire que tu avais eu une promotion, félicitations. J'aimerais beaucoup que tu viennes me rendre visite et que tu rencontres ton neveu. C'est un petit ange si précieux et je sais que tu l'adorerais. De plus, j'ai entendu dire que vous vous en sortiez très bien financièrement. J'aurais dû savoir qu'il y avait un piège. Il y en avait toujours un avec Émilie. L'email suivant est arrivé avant même que j'aie pu traiter le premier. Une liste. Pas n'importe quelle liste. Une liste de souhaits d'articles pour bébé qui faisait pleurer ma carte de crédit rien qu'en la regardant. Des vêtements de marque qui coûtaient plus cher que mon premier mois de loyer. Une poussette qui coûte plus cher que mon ordinateur portable. Des jouets haut de gamme qui coûtaient probablement plus que ce que Jason gagnait en un mois avec son travail à temps partiel, à supposer qu'il l'est encore. J'y suis restée assise, fixant mon écran, me demandant s'il s'agissait d'une blague. Après tout ce qui s'était passé, après un an sans contact, c'était comme ça qu'elle avait choisi de me contacter, pas avec des excuses, pas avec une reconnaissance de ce qu'elle avait fait, mais avec une liste de courses. Tu travailles déjà ? Lui ai-je répondu, ignorant complètement sa liste. La question était précise, délibérée. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Papa et maman s'occupent de tout. Ils paient toutes les factures et nous donnent de l'argent de poche. Jason et moi n'avons pas besoin de travailler en ce moment, nous nous concentrons sur notre rôle de parents. C'est un travail tellement important, vous savez, et puis, il y a eu le coup de théâtre, nous envisageons d'avoir d'autres enfants bientôt. Maman et papa sont de vrais nuls, ils nous soutiennent tellement. Ils devront continuer à nous aider si nous avons d'autres bébés. Et nous voulons un grand mariage aussi, rien de bon marché. Ces vieux fous paieront pour tout. J'ai lu le courriel d'Émilie 3 fois, chaque fois plus dégoûtée que la précédente. Ma petite sœur était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui traitait nos parents de vieux imbéciles tout en prenant joyeusement leur argent. Quelqu'un qui prévoyait d'avoir d'autres enfants juste pour que le train de l'argent continue à tourner. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire ? Félicitations pour avoir été un gogo manipulateur ? Comment se passe ton travail de chercheur d'or professionnel ? Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai essayé d'oublier. Mais les mots ne cessaient de résonner dans ma tête, ces vieux fous paieront pour tout. Mais le destin avait d'autres projets. Quelques mois plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an, des mamans. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Tamara, dit-elle, sa voix est différente, fatiguée, vaincue, il faut qu'on parle. Peux-tu venir ? C'était peut-être de la curiosité, ou peut-être qu'une partie de moi espérait encore une réconciliation. Quelle que soit la raison, je me suis retrouvée à conduire jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là. Les rues familières me semblaient étranges. Comme si je visitais un endroit que je n'avais vu qu'en rêve. Ils avaient l'air plus vieux que dans mes souvenirs.
Les cheveux de papa étaient plus gris et le visage de maman présentait de nouvelles rides. Les cernes sous leurs yeux témoignaient des longues heures de travail et des nuits sans sommeil. Ils étaient assis sur leur canapé habituel, mais quelque chose dans leur posture évoquait la défaite. Nous avons fait des heures supplémentaires, dit papa sans préambule, la voix rauque d'épuisement. Nous avons fait des heures supplémentaires pour aider ta sœur et Jason. J'ai attendu, sans rien dire. Le tic-tac de l'horloge sur le mur s'est fait entendre dans le silence. Nous savons que tu fais bien ton travail, a poursuivi maman, et j'ai senti mon cœur se serrer. Il ne s'agissait pas d'excuses. Il s'agissait d'une nouvelle demande. Nous pensons qu'il est temps que tu aides aussi ta sœur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un vrai rire d'incrédulité. Le son a rebondi sur les murs de la maison silencieuse. Tu veux que je fasse quoi? Ta sœur ne peut pas travailler en ce moment, a insisté maman en se penchant en avant. Elle doit s'occuper du bébé, c'est un travail à plein temps. Et Jason? Il doit aussi aider à s'occuper du bébé. Je les ai regardés, ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient enseigné la responsabilité et le travail, qui m'avaient poussé à avoir de bonnes notes et à travailler à temps partiel pendant mes études. Maintenant, ils étaient assis là, à chercher des excuses à deux adultes capables qui refusaient de subvenir à leurs besoins. Que je comprenne bien, ai-je dit lentement, en prononçant soigneusement chaque mot. Vous faites des heures supplémentaires pour soutenir ma sœur et son fiancé, qui sont tous deux parfaitement capables de travailler, mais qui choisissent de ne pas le faire. Et maintenant, tu veux que j'aide aussi à soutenir leur paresse? Le visage de papa devient rouge. Tu es égoïste et cupide. Si tu n'aides pas ta sœur, considère-toi comme renié. On ne peut pas renier quelqu'un qui est déjà parti, dis-je doucement, et je sortis de chez eux pour ce que j'espérais être la dernière fois. Le bruit de la porte se refermant derrière moi m'a fait l'effet d'un point à la fin d'une très longue phrase. Lorsque je suis rentrée chez moi ce soir-là, mon appartement m'a fait l'effet d'un sanctuaire. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise devant mon ordinateur. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai ouvert mon courrier électronique et trouvé le message d'Émilie datant de plusieurs mois, celui où elle se vantait d'avoir manipulé nos parents, où elle les traitait de vieux idiots et où elle exposait son plan pour éviter de travailler en ayant d'autres enfants. Je l'ai regardé pendant un long moment. Mon curseur planant sur le bouton avancé. Une partie de moi avait l'impression de trahir son incompétence, mais je me suis souvenu qu'Émilie avait trahi la confiance de nos parents bien avant cela. Sans ajouter de message ou d'explication, j'ai transféré le courriel à maman. Parfois, la vérité brute est plus puissante que n'importe quel commentaire. Maman n'a pas répondu, mais une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était tante Sarah, la sœur de maman, qui avait toujours été la chaîne d'information officieuse de la famille. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, dit-elle, la voix chargée de ragots familiaux. Je l'imaginais assise dans sa cuisine, le téléphone collé à l'oreille, probablement encore dans sa blouse d'infirmière après sa garde à l'hôpital. Tes parents ont mis Émilie à la porte de l'appartement. J'ai failli laisser tomber mon café. Que est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu une grosse dispute. Ta mère a découvert qu'Émilie se moquait d'eux dans leur dos et qu'elle voulait profiter d'eux. Ils lui ont dit, ainsi qu'à Jason, de partir et qu'il ne leur donnerait plus d'argent. J'ai écouté tante Sarah décrire la confrontation explosive. Émilie avait crié et pleuré, usant de toutes ses tactiques dramatiques habituelles. Jason était resté là, sans rien faire, comme un cerf dans les phares. Papa avait fini par mettre les pieds dans le plat et leur avait dit qu'ils avaient 3 jours pour partir. D'après tante Sarah, maman était restée étrangement calme, se contentant de dire qu'on nous avait assez pris pour des imbéciles. Après avoir raccroché, je n'ai pas été surpris lorsque mon téléphone s'est allumé avec le numéro d'Émilie. Je pouvais prédire la conversation avant même qu'elle ne commence. Tamara, sa voix était pleine de larmes, les mêmes faux pleurs qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants. On peut rester avec toi? Jusqu'à ce qu'on trouve une solution? S'il te plaît, nous n'avons nulle part où aller. Non, dis-je fermement, surprise par la facilité avec laquelle je prononçais ce simple mot. Tu es comme papa et maman, a-t-elle crié. Vous êtes aussi égoïste.
Nous sommes une famille. Et la famille n'exploite pas la famille, ai-je dit calmement, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. Plus tard, j'ai appris par la rumeur familiale qu'Emily, Jason et le bébé avaient emménagé chez ses parents. Apparemment, sa mère était une femme stricte, sans état d'âme, qui croyait à l'amour vache et à la responsabilité. Le genre de parents qui ne tolèrent pas la resquille ou la manipulation. D'après tante Sarah, Emily était malheureuse. Sa belle-mère l'obligeait à suivre un emploi du temps strict, à participer aux tâches ménagères et à élever son enfant au lieu de le confier à d'autres. Elle devait faire la lessive, préparer les repas et contribuer aux tâches ménagères. Emily passait ses journées à pleurer en disant que tout cela était injuste et que personne ne comprenait à quel point sa vie était difficile. Et la vie a une façon de boucler la boucle. Il y a quelques semaines, le jour de mon anniversaire, je fêtais avec des amis mon appartement, non plus le minuscule studio, mais un bel appartement de 2 chambres que j'avais acheté grâce à mes économies et à un bon crédit. J'avais invité un petit groupe à dîner et à boire, rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Pendant le dessert, on a sonné à la porte et un coursier m'a remis un paquet. L'adresse de retour a fait bondir mon cœur. C'était de la part de mes parents. À l'intérieur se trouvait un cadre photo argenté, élégant mais pas tapé à l'œil. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était le genre d'objet que j'avais admiré une fois en passant lors d'une virée shopping avec maman il y a des années. Je cherchais quelque chose pour exposer mon diplôme de fin d'études et j'avais remarqué à quel point il était beau, mais le prix était bien trop élevé pour mon budget à l'époque. Il était accompagné d'une carte. Nous sommes désolés, tu nous manques. Quand tu seras prêt, nous aimerions parler. L'écriture était celle d'une maman, mais papa l'avait aussi signée. Pas d'exigence, pas de culpabilisation, juste 9 mots simples. J'ai posé le cadre sur ma table basse et je l'ai regardé pendant un long moment. Mes amis m'ont demandé si j'allais bien, honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer qu'un cadre en argent puisse ressembler à la fois à un rameau d'olivier et à une arme? C'était il y a 2 semaines. Le cadre est toujours sur ma table basse et la carte est épinglée sur mon réfrigérateur. Je les vois tous les jours, rappelant ce que j'ai perdu et ce qui peut encore être sauvé. Je ne les ai pas encore appelés. La horde est toujours là, une douleur sourde qui se réveille lorsque je pense à tout ce qui s'est passé. Des membres de ma famille me donnent des nouvelles d'Emily par bribes. Elle vit toujours chez les parents de Jason et se plaint toujours de devoir faire des corvées et suivre des règles. Sa belle-mère lui demande de l'aider à faire la cuisine et le ménage, et insiste pour que Jason conserve son emploi à temps plein dans un entrepôt local. Ils doivent contribuer aux dépenses du ménage et économiser de l'argent s'ils veulent un jour s'installer seuls. Une partie de moi espère que cette expérience aidera Emily à grandir, qu'elle lui enseignera les valeurs que nos parents n'ont pas réussi à lui inculquer. Peut-être qu'un jour, elle comprendra que l'amour ne signifie pas qu'il faut tolérer les mauvais comportements, et qu'être une famille ne signifie pas être un paillasson. Peut-être apprendra-t-elle que le respect se mérite, qu'il ne s'exige pas, et que la responsabilité passe avant les privilèges. Quant à moi, je vais bien. Ma carrière est florissante, je viens d'obtenir une nouvelle promotion et je dirige maintenant ma propre équipe. J'ai de bons amis qui comprennent les limites et respectent l'indépendance. J'apprends à fixer des limites saines dans toutes mes relations, personnelles et professionnelles. Parfois, la famille que je croyais avoir me manque, mais je commence à accepter qu'elle n'a jamais été ce que j'imaginais. Le cadre argenté trône sur ma table basse, à la fois rappel de ce que j'ai perdu et possibilité de ce qui pourrait être reconstruit, un jour, quand je serai prête. Lorsque la blessure se sera suffisamment estompée pour que le pardon prenne racine. Quand je pourrai regarder mes parents sans voir les personnes qui ont choisi d'encourager les pires comportements de ma sœur plutôt que de soutenir mon indépendance. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma propre vie, ma propre croissance, mon propre voyage. Mon appartement devient lentement une maison, remplie de choses que j'ai choisies et gagnées. Je prépare des vacances pour le mois prochain, mes premières vraies vacances depuis l'université. Je pense à prendre un chien. Ce sont de petits pas vers la construction de la vie que je veux, pas celle que les autres ont essayé de m'imposer.